Bonjour, bienvenue à tous pour ce comité technique du Nord-Pas-de-Calais. Bon nombre d'inscrits, pratiquement 200 inscrits pour ce dernier comité technique de Vincent Delannoy, certainement. Dans ce comité technique, donc, nous allons passer 4 points en revue. Dans un premier temps, les essentiels, retour sur la campagne par Vincent Delannoy. Nous ferons également un point sur le PNRI. Ensuite, un point sur l'azote, et Paul Tovel nous donnera des adaptations à la fertilisation azotée en 2022. Puis, Olivier Barlet nous parlera de la cercosporiose et l'évolution de la cercosporiose dans le Nord-Pas-de-Calais. Avant de commencer le comité technique, je voudrais vous faire part de comment poser vos questions. Vous voyez généralement sur la droite de l'écran, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions, je m'efforcerai de les poser aux intervenants ou à d'autres personnes présentes. Entre chaque exposé, nous ferons une série de questions. Donc, je les prendrai toutes l'une derrière l'autre. Dernier petit point avant de lancer le comité technique, un nouveau service à l'ITB, Alerte SMS. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Alerte SMS, sur le site internet de l'ITB. Grâce à ce service qui est destiné aux planteurs, aux techniciens, aux conseillers, vous pourrez avoir toutes les infos locales qui concernent la betterave, des SMS ciblés sur les événements de l'ITB, comme les comités techniques, des conseils de saison. Donc, allez vite sur le site internet de l'ITB, sur la rubrique newsletter, vous vous inscrivez. N'oubliez pas d'indiquer votre 06, votre numéro de portable, et vous serez inscrit pour recevoir tous ces SMS. Donc maintenant, je vais laisser la parole donc à Vincent Delannoy, qui va nous présenter sa nouvelle délégation et les nouveaux arrivants. Bon comité technique. Le son, Vincent, il te manque le son. Voilà, le son est activé. Bonjour, je confirme, c'est mon dernier comité technique, Ghislain. Donc, 2022 sera l'année du changement pour la délégation Nord-Pas-de-Calais. Ce changement a même débuté lors de 2021 avec le départ à la retraite de René Chivet. Alors, René, je te salue et bonne route. Je sais que tu nous écoutes. Donc, est arrivé à la mi-mars Olivier Barlet. Alors, Olivier a une expérience dans le domaine de l'expérimentation pendant 11 années. Et depuis peu, nous a rejoint également Olivier Lay, donc qui, lui, a une expérience de 20 années dans le domaine du conseil. Eh bien oui, pour moi, 2022, c'est donc ma dernière année à l'ITB, et même je ne la ferai pas totalement, puisque je prendrai ma retraite au cours de cet été. Alors, certains d'entre vous diront peut-être déjà, d'autres peut-être diront enfin. Toujours est-il, les hommes passent, mais le plus important, c'est que l'ITB reste à vos côtés afin de poursuivre, on va dire, l'aventure, mais surtout de vous conseiller dans le domaine technique pour les prochaines décennies. Voilà, nous allons maintenant débuter cette réunion en reprenant les essentiels, c'est-à-dire les faits marquants de la campagne, qui permettent chaque année d'orienter ou de définir les meilleures stratégies pour là ou les campagnes à venir. Alors, chaque année, à l'approche des beaux jours, vous êtes certains à nous interroger sur l'intérêt des semis précoces. Certes, augmenter la productivité peut se faire grâce à des semis plus précoces, mais nos références expérimentales nous permettent de confirmer un gain de productivité de 1% par rapport à une date moyenne au 20 mars. Alors certes, ce métaux peut être intéressant, mais il faut assurer une levée rapide et homogène. Ça, c'est un point important. Vous avez les éléments techniques dans le cahier technique du travail français, faisant référence à la levée. Vous retrouvez donc toutes ces informations sur le site internet du TP. Vous avez l'adresse sur la diapositive dans la rubrique publication et vous pouvez reprendre donc le travail français.
Alors, vous avez donc dans l'eau trois colonnes. La qualité de la levée, avec des regroupements des CITB suite à des comptages successifs. Vous avez ensuite la vitesse de levée qui reprend donc en degrés jour. Et dans ce cas, plus le module est grand, c'est ce qui signifie que la levée est lente. Et vous avez ensuite une colonne intitulée hétérogénéité entre plantes. Deuxième point important dans les cas des semis précoces, c'est limiter le risque de montée à graines. Et nous verrons que dans certains secteurs, ça n'est pas toujours facile. Et puis le dernier point, c'est contrôler les adventices. En effet, lors de semis précoces, le désherbage est plus délicat, la levée des betteraves et parfois des adventices est plus lente, et ça nécessite une attention toute particulière de manière à conserver une parcelle propre. L'implantation lors de la campagne 2021 était difficile. On avait pourtant des sols en excellentes conditions structurales et une fenêtre climatique aux alentours du 8-10 mars qui a permis aux environs de 1% de semis dans le Nord-Pas-de-Calais. On est suivi une période de gel significative au mois d'avril avec quelques dégâts, mais plus de peur que de mal pour le Nord-Pas-de-Calais, la betterave étant capable de résister à des températures de moins 5 degrés. Pour la France betteravière, il en a été tout autrement, à savoir que pas loin de 60 000 hectares de betteraves ont été ressemés en France. Alors un déficit climatique malgré tout, mais surtout de température, et vous avez ce graphique avec les températures moyennes journalières pour les 4 principales stations de notre région. Et vous voyez que par rapport à une normale de 90 à 2020, on voit un déficit de température au printemps pour les mois de mars, avril, mai essentiellement. Donc un retard au niveau de l'installation de la culture. S'en est suivi donc une croissance printanière perturbée. Et là, on peut l'illustrer par le pourcentage de couverture. Vous avez ce graphique avec trois droites, on va dire des courbes. L'année 2011, qui est sans aucun doute l'année record pour le Nord-Pas-de-Calais, avec un printemps chaud, qui s'en est suivi donc une croissance rapide et surtout des rendements records. Et puis 2021, qui est plutôt un triste record en termes d'installation de la culture, un retard. Et lorsque l'on compare également à la moyenne de 2017 à 2020, vous voyez qu'on est bien en retrait en 2021. Alors pour l'année record 2011, au 27 mai, les parcelles en moyenne atteignaient 62% de couverture du sol. Et vous voyez sur la droite deux photos. Une première qui correspond à la moyenne des années 2017-2020. Nous étions à 31% de couverture du sol. Pour 2021, vous voyez que là, c'est encore plus affligeant. Nous étions qu'à 14% de couverture du sol. Donc, cela s'estime en nombre de jours de retard et 10 jours de retard donc, concernant la campagne 2021 pour l'implantation. Alors, il y a un vieux dicton qui court encore, parfois dans la campagne, qui dit que c'est le mois d'août qui fait la betterave. Moi, je pense qu'il faut plutôt dire que le mois d'août peut faire la richesse. C'est ce que nous avons vécu en 2021 avec la pluviométrie estivale excessive. Mais je pense qu'il faut se persuader que c'est bien le printemps qui scelle les bases du rendement. Lorsqu'on a une implantation rapide, on peut obtenir de bons rendements en finale. Quant au risque monté à graines, il est très variable en fonction de la date de semis, en fonction également de la situation de la parcelle. Le mécanisme de la montée à graines se fait en deux phases. La première phase étant ce que l'on appelle la vernalisation, l'induction à la montée à graines, c'est plutôt des températures basses, inférieures ou égales à 5 degrés. Et puis vous avez le deuxième phase qui est la dévernalisation.
des températures supérieures ou égales à 25 degrés, à partir souvent du mois de mai jusqu'à l'été. Et lorsque la dévernalisation est complète, on peut très bien ne pas avoir de problème de montée. J'ai mis deux tableaux pour illustrer ce risque de montée de graines. Dans les cas où vous avez des carrés rouges qui correspondent au risque fort et les carrés verts qui correspondent aux zones où il n'y a pas de risque. Alors, sur la station bordure maritime du Touquet, lorsque l'on sème début mars, vous voyez que sur les 10 dernières années, il y a 7 années sur 10 où le risque est important. Lorsque l'on a des semis à la mi-mars, vous voyez que ça diminue à 5 années sur 10. Et il faut attendre fin mars, début avril pour ne plus avoir de risque sur pratiquement cette zone. Et là, souvent, c'est la dévernalisation qui fait défaut. Par contre, à l'intérieur des terres, sur la station météo de Cambrai, vous voyez que les semis du 1er mars, il y a 4 années sur 10 où le risque existe. À la mi-mars, on est à 2 années sur 10. Et enfin, des semis après la mi-mars et fin mars, il n'y a plus aucun risque. Donc, vous voyez que c'est important. Alors, ça concerne les variétés tolérantes aux nématodes. Les variétés tolérantes au rhizocone sont encore plus sensibles et donc ne figurent pas dans ce système. Alors là aussi, le choix variétal est important et peut induire un risque au niveau mondial. Pour ce faire, à nouveau dans le Paris français, ça c'est le dernier, mois de novembre, on trouvait c'est l'un des derniers, on trouvait ce document sur le site de l'ITB, dans la rubrique publication. Vous voyez, il y a deux colonnes qui prennent en compte le risque montée à graines. La première colonne intitulée en pour 1000 la pollution, donc là on ne peut pas y faire grand-chose, c'est lors de la multiplication des semences où il peut y avoir des interférences, des pollutions. Puis vous avez cette pour 1000 vernalisation, où là effectivement, c'est ce qui est noté dans les essais IPB, ce qu'on appelle les observatoires, généralement placés en bordure maritime, donc où le risque est plus important. Il faut savoir que lorsque vous approchez 1 pour 1000, sous-entend 100 montées à l'hectare, il vaut mieux éviter d'implanter ce type de variété. Quant au désherbage, lorsque l'on a des semis précoces, il est parfois difficile d'intervenir parce que le levée est plus lent, parce que les adventices sont moins nombreuses. Mais il y a quand même deux règles essentielles à retenir. C'est intervenir sur les adventices à partir de ce qu'on appelle le stade point vert, à stade cotylédon maximum. C'est ce qui est illustré par ces trois photos en bas de diapo. Vous avez tout d'abord un grès gratron à gauche, au milieu vous avez une roche, et sur la droite vous avez un kénopode. Ça sous-entend que après le semis, dans les 14 jours, 3 semaines maximum après le semis, il faut intervenir. Et ce n'est pas la densité d'adventices qui doit décider d'une intervention, c'est le stade. Bien trop souvent, on attend. Et puis après, je veux dire, on court après les adventices, car elles ont dépassé le stade de sensibilité. C'est beaucoup plus difficile pour les contrôler. Deuxième règle, c'est placer les deux premiers traitements à un intervalle de 6 à 10 jours maxi. C'est important de cumuler les deux premières interventions. Et après, on tire à vue, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de nouvelles levées, on va réintervenir. Et puis surtout, n'hésitez pas, lorsque les conditions le permettent, d'intervenir avec du désherbage mécanique pour diminuer l'utilisation des produits phyto. Quant à la jaunisse virale en 2021, vous avez donc sur cette carte placé donc plus de 1000 parcelles que nous avons repérées lors de nos déplacements. Et vous avez donc cette légende, lorsqu'on a un point vert, c'est-à-dire qu'il y a absence de jaunisse virale, c'est la majorité des parcelles en 2021. Les pastilles jaunes correspondent à une gravité de 1 à 5%, 76 parcelles ont été repérées. Les pastilles orangées, vous voyez, c'est une gravité de 5 à 10% pour 15 parcelles repérées. Et puis les pastilles rouges, vous voyez, c'est supérieur à 10%, qui correspondent donc à 3 parcelles qui ont été repérées. Et souvent, on était plus près des 15, voire 20%.
Alors, l'évolution de cette jaunisse virale dans le Nord-Pas-de-Calais depuis le retrait des néonicotinoïdes, c'est-à-dire 2019. Vous voyez sur ce graphique la fréquence moyenne, c'est-à-dire le pourcentage de parcelles touchées. Donc, c'est les petits histogrammes verts. En 2019, nous étions presque à 70%. Et la gravité moyenne, c'est le pourcentage de surface touchée, vous voyez, c'était 3%. 2020, une année avec une pression jaunisse importante, des vols précoces de pucerons. Nous étions à 70% de pourcentage de parcelles touchées, une gravité moyenne de 10%. Alors, je rappelle que 10%, c'est 3 tonnes de perte de rendement à l'hectare. Et puis 2021, grâce au retour des néonicotinoïdes, avec une pression certes plus faible au niveau puceron, on se retrouve à moins de 10% de parcelles touchées et on est à 1,8 de gravité. Alors ça, c'est un constat, mais au travers du réseau de surveillance qui a été mis en place depuis 2019, en partenariat avec tous les partenaires de la filière, vous voyez que ces éléments sont repris dans le BSV, dont 47 parcelles ont été suivies régulièrement. Et au sein de ces 47 parcelles, 34% étaient avec une protection néonicotinoïde. Et là, vous voyez qu'il n'y avait pas de jaunisse. Et 66% avec une protection F8 avec présence de jaunisse. Vous voyez qu'on était pratiquement à 70% de parcelles touchées, une gravité moyenne de 3%. Il faut quand même préciser que ces parcelles au sein du BSV sont des parcelles qui sont bien protégées puisque les déclenchements se font au seuil. Donc, on minimise certainement l'impact de cette jaunisse sur des parcelles en absence de protection néonicotinoïde. Il est important d'intervenir au seuil. Pour ce faire, l'ITB a mis en place un OAD appelé Alerte Puceron, que vous retrouvez également sur le site internet de l'ITB. Et là, c'est dans la rubrique outils. Alors, 2021, la particularité, on avait à la fois des parcelles protégées en NNI et des parcelles en F8, donc deux cartes, on peut faire deux cartes, de présence ou non de jaunisse. Vous voyez que sur la carte de droite, qui correspond en fait aux parcelles sous protection néonicotinoïde, il n'y a pas eu besoin de déclencher donc les traitements sur pucerons verts. Par contre, en absence de néonicotinoïdes, vous voyez, c'est la carte de gauche, là, bien sûr, en fonction du seuil. Et je rappelle que le seuil, c'est 10% de plantes avec au moins un aptère vert. Il a été nécessaire de faire jusqu'à 2 traitements pour enrayer le développement des pucerons et éviter la présence de jaunisse virale. Alors, qu'en est-il de cette réglementation néonicotinoïde? Il va de soi qu'on est dans l'attente du nouvel arrêté. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà vous dire et vous encourager, dans la mesure du possible, d'avoir recours à ces traitements de semences. Ça permet d'avoir une bonne protection vis-à-vis de la jaunisse virale. Mais il faut bien sûr respecter la réglementation. Et vous voyez que les cultures autorisées dans la rotation après des semences NNI sont très variables. Dans une année après l'utilisation de ces semences NNI, on peut bien sûr introduire des céréales, des endives, l'oignon. La nouveauté, c'est les haricots qui sont arrivés donc comme culture possible. Il est également précisé les betteraves possibles dans la rotation après des NNI, mais là, bien sûr, sans NNI, et puis des cultures non attractives. En N+2, on va bien sûr retrouver les cultures autorisées en N+1 et vont venir s'ajouter le maïs, les pommes de terre. Les autres, je les passe, elles sont très peu représentées dans notre secteur. Et puis en N+3, on retrouve les cultures autorisées en N+1 et N+2 et viennent s'ajouter le colza, le lin, les pois, les féroles et toute culture attractive. Donc en fait, il n'y a plus de restrictions à ce niveau. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Merci Vincent. Excusez-nous pour la qualité, excuse-nous Vincent, on a eu du mal à te suivre pendant un bon moment. Il a fallu couper tous les PC qui étaient connectés chez vous là-bas au bureau à Saint-Laurent-Blangy. C'était très saccadé le son et surtout les dias ne passaient pas. Alors ça me permet de rebondir et vous dire que vous pourrez revoir tout ce comité technique en replay sur le site internet de l'ITB. Donc en fin de journée, normalement tout ça, ça sera disponible et vous pourrez voir vraiment
toutes les slides qu'a exposé Vincent. Donc, cette mauvaise qualité, c'est ce qui entraîne l'absence de questions. Où il y a eu beaucoup de commentaires sur cette qualité, mais pas sur des questions. Mais vous avez toujours le temps de les poser, n'hésitez pas à les poser. Je ferai peut-être un petit complément là, sur ce que tu viens de dire, ta dernière slide. Tu as oublié une culture quand même majeure en N+3, c'est quand même la betterave sucrière. Même si agronomiquement, on ne conseille pas forcément des rotations de tous les 2 ans de betterave, mais la betterave sucrière est possible en N+3 après NNI, bien sûr sans NNI pour la deuxième année de culture de la betterave. Je vais peut-être reprendre la parole puisqu'il n'y a pas de questions, je dirais, pour faire le petit point sur la jaunisse et lancer le pénérie. Mais n'hésitez pas à poser vos questions peut-être sur le désherbage et sur d'autres points que Vincent a abordés, où malgré tout l'été clair et vous avez bien compris ce qu'il nous a dit. Donc le petit point jaunisse que je voulais vous faire, c'est si Vincent Delannoy nous a montré que dans le Nord-Pas-de-Calais, vous étiez très peu touché par la jaunisse. En France, ce n'est pas tout à fait le cas. La jaunisse en 2021, elle est nettement moins présente qu'en 2020, ça c'est sûr, mais elle est quand même beaucoup plus présente qu'en 2019. Donc vous avez devant vous deux slides. La première à gauche, c'est ce qu'on a un peu vu dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans les régions Hauts-de-France. Ce sont des taches jaunes réparties sur les parcelles F8, comme tu l'as dit, Vincent. Donc en plus ou moins présente, et ce qui fait des pourcentages. Tu nous as parlé de 6 tout à l'heure en gravité, donc ça peut monter très haut dans ces parcelles-là. Là, cette parcelle-là est vraiment touchée relativement faible par rapport à d'autres. La photo droite, par contre, vous voyez, la photo elle est coupée en deux. À droite, une parcelle F8. Là, c'est en Normandie, dans le 27, du côté des Trépanies. Donc là, pas de NNI à droite et une parcelle NNI à gauche. Donc on voit très bien, au rang près, les pucerons se sont arrêtés et ne sont pas allés dans les NNI. Donc, ce qui veut dire, maintenant ces parcelles sont récoltées, il y a plus de 20 tonnes d'écart de rendement entre ces deux parcelles. D'où l'impact, comme vous voyez, de la jaunisse, bien entendu, sur les rendements. Un autre point national avant de passer, je dirais, à un petit film sur le pénéri, c'est cette carte de prévalence, donc pour montrer que la jaunisse, quand elle est présente en France, sur 208 parcelles que nous avons échantillonnées, l'ITB et les SAS, toutes ces feuilles de betterave sont revenues au centre du Griffon, dans l'Aisne, le centre ITB, le laboratoire. Des analyses ont été réalisées. Comme vous le voyez, beaucoup de points jaunes, donc beaucoup de polérovirus présents en France cette année. Au niveau des tests ELISA, on ne peut pas différencier quel type de polérovirus, mais nous avons des tests PCR qui nous montrent que cette année, c'est du BCHV, donc un des deux virus des poléros qui est très présent en France. Et surtout, vous voyez ces points rouges, rouge et orange, la présence de la jaunisse dite grave, le BYV, présent dans les zones où on a eu beaucoup de jaunisse cette année. On retrouve le secteur rouge de la Tétrépanie et on voit le secteur rouge également dans le centre Val-de-Loire, du côté d'Orléans, Chartres, où là, bon nombre de parcelles ont été ressemées en F8, puisque là-bas, nous avons eu plus de 80%, 70% de ressemis dans cette zone-là. Il y a eu beaucoup de pertes de pieds. Les températures sont descendues à des -7, -8 là-bas, dès la levée. Donc, ce qui explique aussi cette présence de jaunisse relativement importante dans le secteur, cette présence de BYV et aussi ce mélange de deux virus, les BYV, les polérovirus dans cette zone-là, et ce qui explique des grosses pertes de rendement dans le secteur. Donc maintenant, je vais laisser la parole plutôt au film, Hélène, que tu vas nous mettre, et nous viendrons à la série de questions. Je vois que ça arrive en même temps, donc on pourra poser des questions à Vincent dans la foulée. Qu'est-ce que le PNRI ? Le PNRI, c'est le plan national de recherche et d'innovation pour trouver des moyens de lutte contre la jaunisse de la betterave à l'horizon 2024 et en remplacement des néonicotinoïdes. À un moment donné, il y a cette période de transition, ça prend du temps. Donc comment on fait pour aller le plus vite possible et comment on fait pour être le plus transparent possible ? C'est également un programme de recherche dans lequel on teste beaucoup de solutions innovantes qui vont des variétés au biocontrôle à des solutions agronomiques, paysagères, qui au final devront être combinées pour aboutir à une solution suffisamment efficace. 4 axes de recherche ont été définis. Amélioration de la compréhension de la situation sanitaire, identification et démonstration des solutions à l'échelle de la culture, identification et démonstration des solutions de régulation à l'échelle de l'environnement, des plantes, des cultures, et transition vers un modèle économique durable. De nombreux acteurs et partenaires
et des moyens conséquents alloués aux recherches. Au total, 20 millions d'investissements, dont 7 millions de financements publics. Un centre de recherche au Griffon avec un laboratoire et une serre pour travailler quelle que soit la saison, des élevages de pucerons virulifères et non virulifères, un réseau de 500 hectares de fermes pilotes d'expérimentation pour tester les solutions les plus prometteuses. Ces fermes pilotes d'expérimentation servent également de support pour d'autres études. Ces fermes sont le support d'analyse économique des solutions techniques testées. Pour affiner le positionnement des différents traitements appliqués en culture, les modèles de prédiction des vols de pucerons construits par les chercheurs d'INRAE seront utilisés. En termes d'outils, les chercheurs mettent également au point des méthodes de diagnostic viraux utilisables au champ pour mieux apprécier le risque. Ces fermes pilotes d'expérimentation sont coordonnées par l'ITB et les services agronomiques Tereos, Cristal Union et Saint-Louis Sucre. Quelles sont les réalisations de cette première année ? Pour réduire les populations de pucerons verts, plusieurs solutions ont été testées. L'efficacité de plusieurs types de bandes fleuries et de plantes compagnes, des graminées inoculées de champignons aux propriétés insecticides, des essais d'application d'œufs et de larves de chrysopes et des lâchers d'aphidius, plus de 30 modalités de produits de biocontrôle testés sous serre et au champ, des composés organiques volatiles répulsifs pour les pucerons et ou attractifs pour les auxiliaires, des recherches sur la protection des betteraves par l'inoculation de virus peu agressifs. La protection croisée, donc, c'est une méthode de lutte contre les virus qui peut s'assimiler à une vaccination de la plante. Nombreux sont les leviers ayant été expérimentés à travers les 21 projets retenus du PNRI. Les semenciers ont tous détecté de nouvelles sources de tolérance qu'ils transfèrent maintenant dans le matériel élite. La filière testera en parallèle l'utilisation de mélanges variétaux. La première année du PNRI a permis d'identifier les solutions les plus prometteuses. Dans les 2 prochaines années, les essais sur les solutions potentielles et leur faisabilité économique vont s'intensifier. Merci pour ce petit film. Vincent, on peut peut-être reprendre. J'ai 1 ou 2 questions pour toi qui sont arrivées en cours de route pendant le film. Si tu peux te reconnecter, oui. On me parle des coléoptères et des problèmes d'atomères avec le désherbage. Qu'en penses-tu? Qu'as-tu comme solution? Alors, je ne sais pas si on me voit, ou on m'entend. Les deux, bon. les deux. Bon, donc, atomère, oui, c'est quand même assez rare, mais c'est vrai qu'avec le retrait des néonicotinoïdes, on a revu un peu de problèmes d'atomère. Et chaque fois, ça coïncide avec des interventions désherbage. Donc, ça sensibilise un peu plus la betterave du fait des piqûres, sélectivité moins bonne au niveau de la culture. Alors, c'est assez rare quand même, hein. Je suis assez surpris de cette question. Ça revient, c'est vrai. C'est assez rare. Et il est rare même qu'on intervienne, hein. Franchement, depuis une dizaine d'années, il n'y a quasiment plus d'intervention sur atomère en végétation. Ok, merci. Écoute, la question a été posée, donc c'est que la personne doit être touchée par les atomères. Voilà, on parle aussi de désherbage, on entend parler que certains produits vont disparaître, mais bon, pour l'instant, ils sont encore là, les produits, donc on ne peut pas parler de ce qu'on fera quand ils seront disparus. On va attendre qu'ils disparaissent avant de parler de l'évolution. C'est une question, voilà, donc on fait les tests, en tout cas, on fait beaucoup d'essais pour se préparer à d'éventuels retraits de matières actives. Ne vous inquiétez pas, et on en parlera le bon moment, au bon moment, voilà. Écoute Vincent, j'ai fait les questions qui étaient posées. On va pouvoir donner la parole à Paul Tovel, qui va nous parler d'azote et des conseils pour les betteraves en 2022. Paul, à toi. Bien. Merci. Donc je vais
Je vais effectivement vous parler du sujet de la fertilisation azotée pour la campagne 2022, compte tenu du contexte des prix des engrais particulièrement élevés, voire des potentielles difficultés d'approvisionnement. On a considéré que c'était un sujet important à traiter. Donc, je vais, dans cette présentation, vous indiquer les possibles adaptations à considérer liées à ce contexte particulier. Et je vais commencer par vous rappeler les principaux conseils qu'il est d'autant plus important de suivre pour une année comme celle-ci. Alors, parmi ces conseils, il y en a un que vous connaissez bien, c'est la réalisation d'un reliquat sortie-hiver à la parcelle. Vous avez ici un graphique qui vous donne la répartition d'un échantillon de parcelles exprimé en fréquence selon les valeurs de reliquat sortie-hiver qui sont mesurées. Et on se rend compte que pour les différentes années présentées, de 2017 à 2021, si on fait le choix de considérer une moyenne départementale, eh ben, on risque très fortement de se tromper déjà de quelques dizaines d'unités sur le calcul du bilan azoté. Donc, dès ce stade-là, on peut dégrader la qualité de notre conseil si on ne réalise pas une mesure de reliquat sortie-hiver à la parcelle. Et j'aurais même tendance à dire un reliquat au précédent si sur une même parcelle, vous avez différents types de précédents. Le deuxième conseil qu'il est important de suivre quand votre sol vous le permet, c'est de réaliser le reliquat sur 3 horizons et non pas sur 2 horizons. Alors, c'est important puisque déjà, ça permet d'éviter d'omettre une quantité résiduelle d'azote qui serait disponible dans le 3e horizon, même après un épisode de lessivage. Et puis, lorsque l'on considère l'outil, lorsque l'on utilise l'outil Azofert, le calcul du lessivage sera estimé sur 2 horizons. Donc, on aura une surestimation du lessivage et donc de la quantité d'azote qui sera lessivée. Alors ici, à titre d'exemple, je vous présente une situation où on a considéré un calcul de dose d'apport conseillé grâce à l'outil Azofert. Alors on est sur une situation betteravière relativement classique. Et sur cette même situation, on a considéré un scénario à gauche avec les 3 horizons, et puis à droite avec uniquement 2 horizons. Et on voit qu'on a un écart entre les 2 doses qui ressortent de l'ordre de 18 unités par hectare. C'est l'ordre de grandeur moyen. Si on considère 2 horizons au lieu de 3, en gros, on risque de surfertiliser de 10 à 30 unités d'azote par hectare. Donc, si on veut éviter un surcoût lié à l'engrais et une situation de surfertilisation qui pourrait nous faire perdre en richesse, il est important de considérer ce reliquat sur 3 horizons. Enfin, le dernier conseil qui là aussi est communiqué par l'ITB depuis de nombreuses années, c'est l'utilisation de l'outil Azofert qui permet de déterminer la dose d'apport conseillée. Alors, c'est un outil que l'on évalue chaque année dans nos essais, que l'on considère être comme la référence la plus fiable pour réaliser ce calcul de dose d'apport. En revanche, l'outil n'est fiable que si les informations qui lui sont données le sont elles aussi. Donc, il est important de remplir cette fiche de renseignement avec grand soin. Et donc, j'attire votre attention ici sur 2 points. Le premier, c'est de joindre une analyse de sol, même si elle date un petit peu, pour avoir une meilleure estimation des paramètres liés aux caractéristiques du sol. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. Et puis, dans les situations où il y aurait eu des apports de produits organiques, il est aussi fortement conseillé de joindre des analyses de ces produits, puisque vous le savez, il y a une très forte variabilité des compositions de ces produits. Donc là aussi, si on remplit mal cette fiche de renseignement, l'ordre de grandeur des erreurs qui peuvent en ressortir est de l'ordre de 10 à 30 unités d'azote par hectare. Donc, on voit bien que si on cumule les erreurs sur ces 3 étapes que je vous ai mentionnées, on peut avoir un conseil qui est complètement à côté de la plaque. Alors, une fois qu'Azofert vous a permis de calculer cette dose conseillée, la question qui peut se poser pour 2022, avec ces engrais particulièrement, avec un prix particulièrement élevé, c'est de savoir si on n'a pas intérêt, pour se rapprocher d'un optimum technico-économique, de réduire légèrement cette dose par rapport au conseil qui nous est formulé par Azofert. Alors, à l'ITB, on a estimé sur un réseau d'une centaine d'essais conduits entre 2013 et 2021 l'impact sur le rendement d'une réduction de 40 unités par hectare de la dose
conseillée. Et il en ressort que la perte de rendement estimée, donc qui correspond aux facteurs qui vous sont présentés ici, est d'autant plus importante que la valeur de la dose conseillée donnée par Azofert est faible. Dans des situations où l'apport minéral va représenter une part relativement faible, voire très faible, des besoins forfaitaires de la betterave, on a une perte de rendement potentiellement plus importante et donc un risque d'autant plus important. Alors, il y a deux choses que je souhaite vous mentionner par rapport à ces résultats. Le premier, c'est que les facteurs qui vous sont donnés ici, exprimés en pourcentage, sont issus d'un modèle d'ajustement et ce sont des valeurs autour desquelles il y a une certaine variabilité. La betterave a quand même une certaine variabilité en réponse à l'azote. Donc, il conviendra d'être prudent dans les choix qui seront faits. La deuxième chose, c'est que lorsque le choix est fait de réduire la dose d'apport, eh ben, c'est compliqué de revenir en arrière, puisque physiologiquement, la betterave accepterait très mal des apports de correction qui seraient réalisés tardivement en végétation et qui se traduiraient par une perte de richesse et de productivité. Alors la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que je fais? Eh ben, la réponse à cette question, elle va dépendre de la situation de chacun, bien entendu. C'est ce que je vais essayer de vous illustrer avec ce petit exemple qui vous est proposé ici. Alors, vous avez un tableau avec des petites cases colorées et les chiffres, en fait, correspondent au calcul de la différence entre le gain permis par l'économie d'azote, les 40 unités, par rapport à la perte de rendement, potentiel de rendement, estimée par les coefficients qui vous ont été présentés tout à l'heure. Et alors, ce calcul, il va dépendre de différents paramètres d'entrée. Dans ce cas-là, j'ai choisi une valeur de la dose conseillée qui ressort à 80 unités par hectare. Le calcul va bien entendu aussi dépendre du prix espéré de vente des betteraves, du prix d'achat de l'unité d'azote, qui va dépendre de chacun, et de l'objectif de rendement à la dose conseillée, auquel va s'appliquer les facteurs qui ont été communiqués dans la slide précédente. Et donc, pour faire simple, pour ce graphique, enfin tout du moins pour ce tableau, excusez-moi, les cases qui sont en rouge vont correspondre à des situations où on aura plutôt intérêt à maintenir la dose conseillée, de ne pas la réduire de 40 unités. Les situations en vert correspondront plutôt à des cas où là, on peut réduire la dose de 40 unités pour se rapprocher d'un optimum technico-économique. Et puis en orange, ça va être des situations intermédiaires où ça peut être un petit peu plus délicat de prendre une décision. Globalement, il va y avoir effectivement des situations où ça va être simple de faire le choix de réduire la dose. Par exemple, des situations où on a un potentiel de rendement plutôt faible avec une dose conseillée élevée. Ici, on aura plutôt intérêt à réduire de 40 unités la dose conseillée. À l'inverse, il va y avoir des situations où on aura plutôt un potentiel de rendement élevé avec une dose conseillée faible et où là, on aura plutôt intérêt à maintenir la dose conseillée. Et puis, il va y avoir des situations intermédiaires où il est un petit peu plus délicat de faire un choix et où on pourra éventuellement considérer une réduction minorée de l'ordre de 10 à 20 unités. Alors, globalement, avec les chiffres qui vous ont été donnés dans le tableau précédent, lorsque vous êtes dans une situation avec une dose conseillée supérieure à 100 unités par hectare, dans la grande majorité des cas, pour se rapprocher de l'optimum technico-économique, vous aurez un intérêt de réduction de l'ordre de 40 unités par hectare de la dose conseillée. Alors en revanche, on déconseille fortement une réduction plus importante de la dose conseillée, puisque là, on s'éloignerait fortement des besoins forfaitaires de la betterave et il y aurait un risque de perte de rendement assez important et donc de s'éloigner d'un optimum technico-économique. Donc de même, on déconseille fortement l'impasse totale d'azote sur betterave, sauf si bien entendu vous êtes dans une situation où la dose conseillée est nulle. Enfin, je souhaiterais terminer cette présentation sur un mode d'apport qui permet de réduire la dose d'azote sans avoir de risque de perte de rendement. C'est l'apport d'azote enfoui et localisé. Alors, la réduction de dose va dépendre du calcul que vous choisissez. Si vous faites un calcul avec Azofert, elle correspondra au poste de volatilisation qui est estimé par l'outil Azofert. Si vous choisissez un autre mode de calcul, vous pourrez considérer une réduction de la dose de l'ordre de 10 à 25% pour des doses supérieures à 80 unités par hectare, selon les situations de sol et de précédent. Alors, ce mode d'apport, il permet vraiment de sécuriser la valorisation de l'azote par la plante
avec une bonne répartition de l'engrais, avec aussi le fait qu'on évite les risques de volatilisation. Et donc, la légère réduction de dose que je viens de vous mentionner, elle ne se traduit pas par une perte de rendement. C'est ce qui vous est présenté dans le graphique ici, qui correspond à une synthèse réalisée sur 12 essais de l'ITB, où on regarde l'écart exprimé en pourcentage entre des apports localisés, donc pour lesquels la dose a été légèrement réduite, et des apports généralisés avec une dose classique. Et ça se traduit par un léger gain de productivité de l'ordre de 1 à 2% selon les situations. Et donc, on est sur un mode d'apport qui est très intéressant pour se prémunir face à des situations qui pourraient revenir, comme celle du contexte de l'année 2022 avec des prix d'engrais azotés très élevés. Voilà, je vous remercie de votre attention et place aux questions. Merci Paul pour cette intervention sur l'azote. Des questions qui arrivent, alors tu peux y répondre bien entendu et peut-être que Vincent amènera des compléments plus régionaux. Tu nous as parlé qu'il fallait faire des reliquats sur 3 horizons et bien faire sur 3 horizons. La question qui est posée, la première, c'est quelle sera la disponibilité en azote de ce 3e horizon en juin? Quelle sera la disponibilité en azote de ce 3e horizon en juin? Alors, je sais pas, je suis pas certain de comprendre la question, puisque c'est peut-être lié au niveau de développement de la betterave et ce qui sera disponible pour la betterave. La prospection racinaire de la betterave sucrière étant importante, il est important de considérer ce 3e horizon. Donc voilà, je ne suis pas certain, Ghislain, de tout à fait comprendre la question. Je ne sais pas si tu la comprends. Je la comprends comme ce que tu viens de dire. Est-ce que l'azote qui est présent entre 60 et 90 sera disponible encore en juin? Oui, alors de toute façon, le calcul qui est réalisé par l'outil Azofert tient compte aussi du potentiel lessivage qui aurait lieu en cours de saison, mais il sera honnêtement très faible, voire nul dans la plupart de vos situations. Donc oui, l'azote sera encore disponible dans ce 3e horizon à cette période-là, et en plus, il sera valorisable par la betterave sucrière. Merci Paul. Une question également, est-il encore possible d'apporter des amendements organiques au printemps pour baisser la fertilisation minérale? Ah bah ça va dépendre de la réglementation de vos réglementations régionales, hein. Donc là, ça dépendra aussi des types d'apports qui pourront être considérés. Peut-être un complément par Vincent au niveau régional à ce niveau-là? Donc Vincent se connecte. Y a-t-il un avantage à faire du fractionné, à couper la dose en 2 au semis et la moitié après le semis à un stade plus avancé? Alors, ça va dépendre des situations dans lesquelles on se retrouve. Si on se retrouve dans une situation avec une dose conseillée élevée et pour différentes raisons, on est amené à devoir l'apporter très proche du SMI, à une date très proche du SMI, effectivement, là, il sera préférable de considérer un fractionnement avec un 2e apport qui devra être fait avec de préférence de l'ammonitrate apporté avant l'épisode de pluie, pas plus tard que les stades 4 à 6 feuilles. Sinon, dans une situation classique où on n'a pas vraiment de contrainte d'apport d'azote par rapport à la date de SMI, il n'y a pas un grand intérêt. Il s'agit en tout cas, quand on a une stratégie de fractionnement, de faire très attention au risque de volatilisation. Merci Vincent. Tu as un petit complément à faire sur les apports organiques au printemps dans le Nord-Pas-de-Calais? C'est possible? Oui, bon, c'est plutôt à éviter, hein, de toute façon, pour l'implantation des betteraves, c'est jamais une chose conseillée. Puis après, comme Paul le disait, il faut se rapprocher de la réglementation au niveau des épandages, hein. C'est le plus important. Donc là, je pense que les champs d'agriculture seront plus à même de répondre par rapport au délai. Le sulfate d'amont est-il utilisable comme fertilisant pour la betterave? Oui, il n'y a pas particulièrement de raison pour qu'il ne soit pas utilisable. Donc, ce n'est pas forcément un amendement qu'on a beaucoup traité chez nous à l'ITB. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas utilisable sur betterave sucrière. Là aussi, il faut faire très attention aux conditions d'apport pour limiter fortement les risques de volatilisation.
Alors, tu nous as parlé de réduction de 40 unités d'azote. La question derrière, c'est de savoir si c'est testé sur plusieurs années. Donc, peut-être dire que tu as fait tout ton exercice sur un certain nombre d'années. Oui, tout à fait, hein. Le travail qui vous a été présenté ici a été établi sur un réseau d'une centaine d'essais qui ont été conduits entre 2013 et 2021. Comme je l'ai dit, attention, hein, ce sont bien des valeurs qui sont liées qui ont été estimées grâce à un ajustement et donc autour desquelles il peut y avoir une certaine variabilité. Effectivement, la réponse de la betterave à l'azote dépend entre autres de l'année, mais ce travail correspond effectivement à des données qui ont été quand même consolidées sur 8 années. Une question sur les sipans et l'utilisation de légumineuses. Est-ce que, en utilisant des légumineuses en sipan, on peut avoir une restitution de 30 à 35 unités pour la culture de betterave suivante? Alors, je n'ai pas forcément l'ordre de grandeur en tête comme ça, mais effectivement, on peut avoir des réductions assez conséquentes liées à l'utilisation de légumineuses si, bien entendu, elles sont semées suffisamment tôt dans votre contexte notamment et qu'elles ont un développement qui est bon, quoi. Donc, c'est pas uniquement le fait d'avoir des légumineuses qui permet de réduire la dose, il faut qu'elles soient très bien développées. Vous dire si c'est 30, 35, 40 unités, peut-être que Vincent a des ordres de grandeur en tête, ça ne me paraîtrait pas aberrant, mais voilà, il faudrait vérifier. Vincent, un complément ou pas? Paul, t'as lancé la balle, je ne sais pas si tu as... On confirme les 30 unités. La seule chose, c'est quand on voit la qualité d'implantation pour cette année. Hein. L'automne dernier, des sipans, je crains que le développement des sipans qu'on a pu avoir, hein, c'était très délicat à mettre en place. Je ne pense pas qu'on aura un retour suffisant au niveau unité azote pour cette campagne 2022. Ça va être léger, malheureusement. Une question est arrivée sur l'azote localisé. Combien d'unités maximum peut-on apporter en localisé, même si c'est supérieur à 100 unités? Donc, on conseille à l'ITB d'avoir un apport maximum autour de 140 unités. Hein. Au-delà, il peut y avoir des risques. Donc, voilà le conseil global donné par l'ITB à ce sujet-là. Et puis, ce n'est pas forcément une question, mais on me dit que l'outil Azofert n'est pas forcément disponible partout, dans tous les laboratoires du Nord-Pas-de-Calais. Alors, comment fait-on? Tu nous as parlé d'Azofert. Ouais, effectivement, bon là c'est pareil, hein, peut-être que Vincent aura une réponse plus exhaustive que la mienne, mais voilà, les laboratoires n'ont pas forcément toute cette méthode d'analyse. Je pense que dans votre région, c'est principalement le LDAR qui vous fournira ces analyses-là, donc éventuellement s'orienter vers eux, et puis éventuellement avoir une mesure de reliquat dans un laboratoire et puis une demande d'analyse de calcul auprès du LDAR, pourquoi pas. Mais voilà, on essaye hein, entre guillemets, de mettre en avant cet outil pour que la plupart des laboratoires se l'approprient, mais ce n'est pas forcément évident. Peut-être une dernière question avant de passer à la cercosporiose. On me dit, est-ce que c'est bien raisonnable de baisser de 40 unités quand on a une dose à apporter de 80? Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait ce que tu as dit, c'est pour ça qu'il faut peut-être refaire un point. Oui, tout à fait. Hein. Donc, c'est plutôt dans des situations où on aura une dose supérieure à 100 unités de l'hectare que la réponse sera beaucoup plus simple et où on aura dans la plupart des cas vraiment un intérêt à réduire la dose de 40 unités. Encore une fois, hein, la valeur de la dose conseillée, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Dans des situations à 80 unités par hectare, vous allez voir que dans beaucoup de cas, effectivement, il ne sera peut-être pas raisonnable de réduire la dose de 40 unités d'azote par hectare. Merci Paul, merci Vincent. On va terminer cette série de questions et on va passer à la rubrique cercosporiose et Olivier Barlet va nous faire cet exposé avant de revenir à une série de questions et la conclusion de ce comité technique. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous faire une présentation de l'évolution de la cercosporiose depuis ces dernières années, ainsi que les enseignements à tirer des observations réalisées en cette année 2021. Donc, cet automne, on a pu observer dans notre région une gravité assez élevée de la cercosporiose. Donc, comme on peut le voir sur cette photo ici à gauche,
Dans les parcelles où aucun traitement n'a été réalisé, donc ça c'est une photo qui a été réalisée sur nos observatoires de Saint-Aubin, des parcelles ont été entièrement détruites. Le feuillage a été détruit par la cercosporiose. Elle présente des repousses. C'est quelque chose qui a forcément un impact énorme sur le rendement pour la récolte. Et cet impact pouvant être réduit, comme on le voit également sur cette photo, lorsque l'on emploie une variété tolérante à la cercosporiose, ici à gauche. Donc la cercosporiose a fortement progressé ces dernières années. Donc sur ce graphique situé ici à droite, on observe le pourcentage de parcelles ayant déclenché en T1 en rouge et en T2 en jaune. Donc toutes ces données sont issues donc de nos observations qui sont réalisées pour le suivi de nos parcelles dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc on observe que depuis 2018, la majorité des T2 sont déjà déclenchés à cause de la cercosporiose. Et donc, étant donné cette année 2021 qu'il y a eu des conditions optimum pour la cercosporiose, dès le T1, on a observé que plus de 85% des parcelles du réseau ont déclenché à cause de la cercosporiose. Et ces parcelles ayant également forcément, dès le T2, déclenché aussi pour cette maladie. Donc, étant donné l'évolution énorme de la cercosporiose dans la région, il est important d'établir une stratégie de lutte, donc en 3 leviers. En premier, le choix variétal, donc la variété à adapter en fonction du risque de cercosporiose dans sa parcelle. Le positionnement du traitement qui doit être établi grâce à une surveillance de la maladie d'un point de vue régional et sur ses parcelles. Et le choix du produit fongicide à adapter en fonction de la maladie présente dans sa parcelle. Donc, pour limiter les conditions qui mettent en faveur la cercosporiose, il faut d'abord connaître un peu l'historique des parcelles. Donc, il est important de déterminer ce qu'on appellerait des parcelles à risque. Donc, ce seraient des parcelles où déjà il y a eu des antécédents de cercosporiose dans la rotation. Également, des parcelles qui peuvent être situées, notamment cette année, à proximité d'une parcelle ou à côté d'une parcelle où l'an dernier, à l'automne 2021, il y a eu énormément de cercosporiose à proximité. Également, il faut limiter la présence de cordons de déterrage qui présentent des repousses au printemps. Ces cordons, dans la pratique, au niveau ce qui est idéal, c'est de les récupérer et de les répandre dans la parcelle d'où ils sont issus. Forcément, étant donné les conditions, ce n'est pas forcément réalisable à chaque fois. Et donc, au printemps, il faut surtout éviter la présence de repousses en rebrassant ces cordons et pour détruire tout ce qui reverdit, ce qui va forcément éviter le risque de créer des foyers d'infection où la cercosporiose va apparaître assez tôt en saison. Les parcelles aussi où le non-labour est pratiqué sont également plus à risque étant donné que l'on n'enfouit pas les résidus de récolte dans le sol. Ces résidus de récolte donc, pourront être porteurs de mycélium qui va déclencher la maladie assez tôt. De plus, les parcelles à risque sont surtout les parcelles qui vont être récoltées tardivement dans la saison. Donc, tout ce qui va être récolté après le 20 octobre sera, étant donné ce qu'on a vu cette année en 2021, une présence de maladie qui s'est fortement développée à l'automne. Donc, ce sera forcément les parcelles les plus à risque. Donc, pour les parcelles récoltées après la mi-octobre, il sera forcément déconseillé de mettre des variétés sensibles. Et donc, l'emploi de variétés tolérantes à la cercosporiose sera vraiment les conditions optimum pour limiter la maladie dans ces parcelles. Donc, pour choisir ces variétés, on peut utiliser le cahier technique de l'ITB, qui a été publié dans le Betteravier français numéro 1137 en novembre 2021, et qui est également disponible sur le site internet de l'ITB dans la rubrique publication. Donc, on utilise la caractéristique sensibilité aux maladies présent à droite. Donc, ces diagrammes en vert, en rouge ou en gris sont effectués grâce aux observatoires d'essais réalisés par l'ITB.
Dans ces observatoires, donc, il s'agit de plateformes d'essai où on sème l'intégralité des variétés commercialisées. Et ensuite, on effectue des observations tout au long de l'année sur ces parcelles qui reçoivent bien sûr aucun traitement fongicide. Et grâce à ces observations, on arrive à déterminer donc une variété dite sensible, comme on peut voir ici entre le tableau et la parcelle bien verte, qui ont complètement été détruites et qui présentent des repousses, et donc qui apparaîtront en rouge dans le tableau, ainsi que des variétés tolérantes, comme c'est cette belle parcelle qui est bien verte encore au mois de novembre, et qui forcément apparaîtra en vert dans le tableau, et donc aura beaucoup moins d'impact au niveau du rendement dû à la cercosporiose. Une fois qu'on a mis en place ces variétés, il est important d'effectuer une surveillance de l'apparition des maladies, donc ça à partir du début du mois de juillet. Donc pour cela, il existe un outil alerte maladie qui est disponible sur le site internet de l'UTB dans la rubrique outils. Donc grâce à cet outil alerte maladie, on a à la disposition une carte interactive sur laquelle apparaissent une trentaine de sites qui sont observés par l'ITB et d'autres observateurs collaborateurs. Donc sur ces sites, lorsqu'on les survole durant l'année, on peut observer la variété présente sur le site, ainsi que les maladies présentes lors des observations qui sont effectuées chaque semaine. Donc ces observations sont effectuées sur une centaine de feuilles prélevées sur 100 plantes différentes, sur lesquelles on effectue l'observation des maladies. Et en fonction de chaque feuille, on sait déterminer le pourcentage de maladies présentes sur le site. Et via le tableau ici en haut à droite, le tableau des seuils, on peut déterminer s'il faut ou non déclencher le traitement fongicide. Donc cette carte interactive ainsi que ce tableau sont forcément communiqués via les notes d'information pendant la période donc, estivale, et donc permettent de se renseigner, d'être constamment au courant de l'évolution de la maladie. Il y a également des alertes SMS qui sont envoyées via les services agronomiques des sucreries, donc Tereos, qui sont faits en collaboration avec l'ITB. Et Ghislain l'a expliqué tout à l'heure aussi, l'ITB met en place ce printemps un système d'alerte SMS de l'ITB. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir être alerté vraiment en temps réel de l'évolution de la maladie. Donc maintenant, il y a ce graphique pour vous expliquer l'évolution du pourcentage de parcelles au seuil d'intervention. Donc sur ce graphique sont représentés en rouge les T1, non, je vous dis une bêtise, donc en rouge l'année 2021 et en noir les 3 dernières années 2018, 2019 et 2020. Donc cela représente le pourcentage de parcelles du réseau qui sont déclenchées à une date précise. Donc on constate que cette année, en 2021, avec l'effet cercosporiose, la maladie est arrivée beaucoup plus tard, les premiers déclenchements ayant lieu le 14 juillet, alors que les derniers déclenchements sont arrivés fin août, ce qui explique qu'en 3 semaines, l'intégralité des parcelles du réseau ont été déclenchées en T1. C'est vraiment l'effet cercosporiose. Alors que d'habitude, on peut avoir des parcelles qui déclenchent T1 du début jusqu'à la fin de la surveillance. Donc, ce qui montre que la vigilance peut être complètement différente d'une année à l'autre et qu'il est important de se renseigner donc d'un point de vue régional et d'aller observer également ces parcelles. Si on effectue un traitement fongicide en préventif au niveau du 14 juillet avant la moisson, une année comme cette année, on a perdu facilement 10 jours de protection qui peuvent être surtout plus importantes, plus intéressantes lors de l'automne. Donc c'est 10 jours de protection trop tôt qui ne servent pas forcément, mais qui sont très importants pour la fin du développement de la betterave. On constate aussi également que le nombre de T2 augmente progressivement par rapport aux années précédentes. On a 10% de parcelles qui ont déclenché cette année, et ça c'est également l'effet cercosporiose. Donc ce graphique vraiment pour montrer qu'il est important de surveiller ces parcelles pour pouvoir optimiser la date de déclenchement qui peut être variable en fonction des conditions de l'année. Donc une fois qu'on déclenche ces parcelles,
il faut adapter le produit en fonction de la maladie présente. Donc, on a via ce diagramme une présentation des produits qui peuvent être utilisés pour la protection fongicide. Donc, ces diagrammes, ces produits sont testés tous les ans par l'ITB. Donc, ces diagrammes présentent l'efficacité des produits en fonction des maladies. Donc, on constate que, surtout pour le niveau de la cercosporiose, que les triazoles seuls ou avec une strobilurine sont quand même moins efficaces et ne sont pas forcément conseillés par rapport aux autres produits au-dessus. Ensuite, sur ce graphique, apparaît en rose plus clair le gain d'efficacité dû à l'ajout en association du produit Heron-SC, qui est un produit à base de cuivre, qui a nécessité d'une dérogation pour cette année 2021 qui sera reconduite, qui sera redemandée pour 2022. Et donc, on observe vraiment que ce produit apporte vraiment un gain d'efficacité très significatif au niveau de la cercosporiose. Donc, concernant l'intérêt du Heron-SC en T1, il a été observé donc vraiment qu'en conditions extrêmes depuis ces dernières années sur cercosporiose, dans des essais qui ont été effectués par l'ITB, que lorsque l'on emploie un spiral en solo, un seul spiral, hein, donc un seul traitement, on obtient 25% d'efficacité. Et lorsque l'on associe le spiral à l'Heron, on obtient plus 23% d'efficacité, qui fait quasiment doubler l'efficacité du programme. Donc, prouvant vraiment l'intérêt du Heron-SC lorsqu'il y a vraiment une présence élevée de cercosporiose. Donc, je rappelle que ce produit donc, est bien sur dérogation 121 jours en 2021 et qu'il est sous réserve de dérogation pour 2022 pour son utilisation. Donc, adapter le choix des produits, on va parler plus de programmes. Donc, en cas de présence de cercosporiose dès le T1, on a constaté cette année qu'il fallait quand même taper assez fort sur la cercosporiose, parce que si on ne tape pas assez fort, c'est très difficile de la limiter par la suite. Donc, dès le T1, il est conseillé spirale 1 litre ou timbal 0,8 plus passerelle 0,5 et d'ajouter Heron-SC à 3,5 litres hectare si le risque est élevé. Donc, parcelle à risque et pression élevée. Ensuite, pour les T2, on alterne les produits, toujours dans le risque de cercosporiose. En absence de cercosporiose, donc présence de rouille et d'oïdium principalement, il est conseillé plutôt d'utiliser Amistargol 1 litre. Ainsi, on pourra garder les produits plus performants sur cercosporiose en cas d'apparition d'une cercosporiose pour le T2, qui, je vous le rappelle, depuis 4 ans maintenant, est la maladie principale pour les déclenchements des T2. Donc, sur ces tableaux, les doses présentées sont vraiment les doses maximales d'homologation. Il est vraiment important d'utiliser ces pleines doses pour augmenter, pour ne pas baisser l'efficacité et la persistance des produits. Et ainsi, ne pas non plus augmenter le risque de résistance de la maladie à ces produits, surtout sur le long terme. Donc, je rappelle les conseils pour l'année 2022. Donc, choisir des variétés en fonction des parcelles à risque. Suivre l'évolution pour optimiser sa protection du feuillage, donc grâce aux OAD et en suivant ces parcelles. Utiliser les produits en fonction des maladies détectées sur ces parcelles. Et en cas de cercosporiose, renforcer la protection grâce à Heron-SC, toujours sous réserve de dérogation pour 2022. Merci de votre attention. Je te passe le relais parce qu'il y a des questions. Oui, merci Olivier. Il y a une question qui est revenue sur l'azote et sur les doses d'azote, mais tu es là et surtout Vincent à côté de toi, je pense, une question sur la localisation. Merci de me répéter quelle est la dose d'azote que l'on peut incorporer au semis, alors mini jusqu'au maximum, peut-être que la personne n'a pas entendu. Paul a parlé de 140 unités, on monte jusqu'à 140 unités maximum en localisé, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Voilà, donc au niveau des fongicides, pas mal de questions. Donc tu as parlé de l'Heron-SC en étant le seul produit homologué par dérogation. Donc on me dit quel est l'intérêt par rapport à un cuivre basique? L'intérêt par rapport à un cuivre basique, c'est que le Heron-SC, c'est le seul
qui bénéficie d'une dérogation, donc qui peut être traité sur betterave par rapport à d'autres cuivres qui ne sont pas utilisables sur la culture. En plus, nous, on a réalisé vraiment des essais depuis plusieurs années grâce à ce produit et il ne présente aucun problème de pulvérisation, ce qui n'est pas forcément le cas des cuivres qui n'ont pas non plus été testés par d'autres organismes, par l'ITB, pour vraiment savoir l'efficacité de ces produits. On est vraiment, il n'y a que le Heron qui est homologué sur betterave. Et cet Heron a-t-il une efficacité sur la rouille? Tu peux te mettre, hein, Vincent, je vois que tu te pointes. Je vais simplement compléter qu'on a eu des retours de planteurs avec des cuivres on va dire, autres que l'Heron et des pulvérisateurs qui ont été bloqués. Donc, la recommandation, c'est d'être très prudent et on ne peut que conseiller ce produit Heron s'il a effectivement sa dérogation. Et après, sur la rouille, non, il n'y a pas d'intérêt de faire du cuivre pour contrôler la rouille. Et on n'a pas parlé forcément de dose de l'Heron SD. À quelle dose est-il préconisé dans le Nord-Pas-de-Calais et est-il à mettre dans tous les passages au T1 ou T2? Alors, Olivier l'a dit, hein, la dose c'est 3,5 litres. Après, je pense qu'Olivier l'a précisé aussi, il est important d'enrayer le développement de la cercosporiose le plus tôt possible, donc c'est placer le cuivre au T1. Bien sûr, s'il y a présence de cerco. Mais c'est surtout au T1 qu'il est très important de placer le cuivre. Justement, il y a cette question-là au niveau du traitement de cerco et du seuil de traitement. Et faut-il pas, si on attend 5%, on est trop tardif pour lutter contre la cercosporiose? Alors, pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu particulier parce que l'on a deux seuils cerco. On a donc effectivement 5% pour tout ce qui est bordure maritime, c'est-à-dire 100 km à vol d'oiseau du bord de mer, et le reste, l'intérieur des terres, c'est 1%. Et donc, lorsque l'on suit le réseau d'observation, toutes les parcelles déclenchées à 5%, il faut savoir que nous, à la veille de la récolte, on fait des notations de gravité sur toutes les parcelles du réseau. Et aujourd'hui, on n'a aucun problème, même avec des seuils de déclenchement à 5%, en termes de gravité, on est toujours en dessous de 3%. Et en fait, on estime, ça a été vérifié dans des essais, que pour avoir une incidence sur le rendement, il faut être supérieur à 3% en gravité. Et on ne l'est jamais depuis que l'on a établi ces seuils et on les conserve, il n'y a pas de raison. Alors je précise, il y a deux seuils pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est sûr. Alors, une question aussi, quand on a une variété tolérante à la cercosporiose qu'on arrache précocement, quel est le programme approprié, a priori, pour protéger mes betteraves? On s'intéressera aux autres maladies de la cerco. Hein. Si, en fonction des années, c'est très variable. Mais on peut très bien ne pas traiter. Nous, pour vous dire, on a un dispositif expérimental qui s'appelle Millipest, qui a pour objectif de réduire les intrants phyto. Et chaque année, on fait donc en comparaison une variété tolérante par rapport à une variété dite sensible. Et sur la variété tolérante, on fait 0 fongicide. Ça se passe très bien. Merci. Donc, il y a des questions qui tournent autour des résistances, des matières actives, mais tu l'as bien dit, je pense, Olivier, qu'il fallait alterner les matières actives. En mettant du cuivre également, on va lutter contre toutes ces résistances au niveau de la cercosporiose. Peut-être une question sur le choix variétal. En rhizoctone brun, on a le choix variétal. A-t-on d'autres stratégies pour lutter contre les rhizoctone brun en végétation? La meilleure résistance ou la meilleure efficacité contre le rhizoctone brun, alors je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais. Je ne suis pas sûr que ce soit une zone très touchée, mais à 90%, la variété est largement suffisante pour lutter contre le rhizoctone brun. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas besoin de rajouter une protection fongicide. Et en aucun cas, je pense, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est sûr. Voilà, je pense que j'écluse un peu toutes les questions en les regroupant et beaucoup de questions tournent, je vous l'ai dit, au niveau des résistances, de l'alternance des matières actives.
Peut-être vous rappeler que tout ce comité technique sera bien sûr disponible en replay sur le site internet de l'ITB dès ce soir. Il y aura même un résumé dans un futur betteravier français. Tant que j'ai la parole, je vais vous dire qu'en quittant ce comité technique, vous allez avoir une petite enquête. Merci d'y répondre, ça va nous permettre de s'améliorer. On espère nous vous revoir l'année prochaine en présentiel. Là, bien entendu, on n'a pas mis une fin à tous les comités techniques en présentiel. Et je vais donner surtout la parole à Vincent Lodina qui va conclure cette matinée de travail. Bonne journée à tous. Merci. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai un problème de caméra. On n'a pas de caméra, Vincent. D'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le même problème la dernière fois. Je voulais juste vous dire bonjour à tous, vous saluer, merci pour votre présence et de regretter effectivement que la situation actuelle nous prévienne de nous réunir réellement, notamment pour célébrer Vincent, parce que Monsieur Delannoy, vous avez été 40 années au service de l'ITB, je pense. Vous êtes rentré en mars 1982 à l'ITB, alors que ça fait un petit peu un choc parce que moi j'étais en train de préparer mon bac, donc c'est très impressionnant et je tenais publiquement, puisque je ne peux pas le faire vraiment physiquement aujourd'hui, je tenais publiquement à vous remercier d'avoir travaillé pour nous, pour la filière depuis ces 40 ans et toujours avec un dynamisme et en nous challengeant tous. Même moi, on a beaucoup échangé par moments sur certains sujets. Donc, je vous remercie publiquement de nouveau énormément. Merci, Vincent. C'est tout pour moi. Merci Vincent, et puis merci à l'équipe du Nord-Pas-de-Calais, et puis à bientôt sur le terrain, autour des betteraves. Bonne journée à tous. Au revoir.